cette année, pour la première fois en plus, il y a un élément qui est important, et qui viendra plus important de l'IHU, qui sont les prix de la Fondation. Parce que la Fondation, chaque année, distribue un certain nombre de prix à des gens qui ont fait quelque chose d'exceptionnel, soit en termes de recherche, soit en termes d'activité, de soins ou administrative, de manière à ce que ces efforts considérables que les uns et les autres ont pu faire soient récompensés ou soient reconnus. Donc l'IHU Méditerranée Infection, c'est un projet très structurant pour l'institution, à la fois universitaire, hospitalière avec le CHU, mais aussi pour les EPST. Les fondateurs sont l'université, le CHU, l'INSERM, le CNRS, l'IRP, la Fondation Merlieu et l'Établissement français du sang. 7 fondateurs, plus nous avons maintenant une trentaine de partenaires qui sont associés à l'ensemble du monde. L'IHU a été le doté numéro 1 de l'appel de projet emprunt dans le cadre des IHU, fait par un jury entièrement international, ce qui nous a probablement aidé à être bien un jury français, compte tenu de notre performance moyenne par les évaluations franco-françaises, vous aurez peut-être même pas classé dans les 6 premiers. Du coup, l'IHU qui a été le mieux doté en termes financiers, c'est un symbole d'excellence internationale de l'assistance publique et du rayonnement de l'assistance publique et de l'université dans l'espace méditerranéen et plus largement dans les pays du Sud. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, pour simplifier, 3 choses que l'on met, bonjour Madame la Présidente, quasiment à 2 minutes près à la 3 choses sont présentes dans cette fondation. Un bâtiment. Donc, je vais vous reparler de la raison. Deuxièmement, le développement de l'excellence dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses et tropicales à Marseille. Et puis troisièmement, on a intégré la fondation précédente qui s'appelle Infection Pôle Sud, dont l'objectif majeur est celui d'assurer la formation d'étudiants en provenance du Sud par les villes du littoral méditerranéen, du sud de la France. Donc c'est vraiment Infection Pôle Sud, donc c'est les CHU de Montpellier, de Lille, Marseille et Nice, et c'est tourné vers des étudiants du Sud qui sont formés ici. Alors, et ensuite je vous donnerai quelques mots sur notre production scientifique et puis nos priorités à venir. Le bâtiment. Le bâtiment est un bâtiment qui va être construit sur le site de l'Atimone, intermédiaire entre l'hôpital et la faculté. Donc, il existe pour l'instant un ancien parking. C'est un bâtiment qui fait 21 000 m², dont le coût, incluant l'équipement de base et la maintenance, le coût total est de 55 millions d'euros. C'est un coût très raisonnable pour un bâtiment de cette nature et pour une surface de cette nature. Il y a eu un grand concours qui était extrêmement enthousiasmant, qui a permis ce choix. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un bâtiment qui mélange la recherche et le soin? C'est parce qu'il faut réinventer complètement la surveillance de la contagion et le soin en maladie infectieuse. Et pour ça, il faut avoir un bâtiment intelligent, c'est-à-dire quelque chose qui soit capable de faire de la traçabilité et de comprendre ce qui se passe. On n'est pas les seuls à réfléchir. Par exemple, pour les gens qui s'intéressent à la littérature scientifique, est sorti il y a à peu près un mois une publication sur comment les sujets âgés se fracturent le col du fémur. Ils ont mis des caméras dans les maisons de retraite. Ces caméras les films ne sont lus que quand il y a eu un accident. Et ils ont ainsi pu découvrir par vidéo quelles sont les raisons pour lesquelles on se casse le col du fémur. Et les raisons, c'est quand les gens tournent, quand ils changent de position, qu'ils se mettent debout aussi. Et la plupart de ces raisons étaient inconnues. Donc la transmission des maladies infectieuses, c'est un fantasme de croire que ça se passe comme on l'a appris au 19e siècle. C'est pas. C'est de l'ignorance, on a une ignorance incroyablement importante.
Et la source majeure des infections graves que nous voyons actuellement dans nos pays est acquise à l'hôpital. C'est nous les cochons. C'est nous qui ne savons pas comment ne pas infecter. Donc on doit réapprendre ça. On doit le réapprendre depuis le début, d'une part par l'observation en utilisant des outils nouveaux, et d'autre part en mettant des outils nouveaux, comme des cathéters intelligents, comme des stratégies de retrait automatique de cathéters, comme des stratégies de repenser des gestes agressifs qui sont devenus naturels. On a l'impression, quand on est médecin et qu'on intervient, qu'on fait du bien aux malades, et actuellement on a renversé les choses. La plupart des actes d'intervention banale font du mal aux malades, et il va falloir changer les stratégies, les changer avec des nouvelles technologies. Nous, on a estimé qu'il y avait 12 000 morts par an dans ce pays par septicémie nosocomiale. Ça en fait la 6e cause de mortalité, tout confond. C'est plus de 2,5 fois les accidents de voiture. Alors quand on nous dit qu'on sait comment ça se passe et qu'on sait comment le faire, c'est pas vrai. Donc il faut recommencer de la sémiologie de l'observation avec des outils modernes, scientifiques, qui permettront de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire un bâtiment intelligent, associé à la recherche, associé aux sciences humaines et sociales, tester quand on décide d'une intervention, tester sa faisabilité, son acceptabilité, sa lisibilité. Donc on a un défi au XXIe siècle pour faire régresser cette monstruosité que nous sommes en train de faire dans les hôpitaux, qui est de créer la première source de maladies infectieuses mortelles dans les hôpitaux. Donc, si on se pose question actuellement sur la nécessité de recréer de la connaissance dans la transmission, c'est qu'on a pas une idée, et moi j'ai une idée extraordinairement précise, de ce qui tue comme microbe actuellement. Donc, le bâtiment sera constitué de plusieurs parties. Vous voyez ici en 3, à côté du nouveau bâtiment médico-technique, une partie, une partie, ça c'est la partie hospitalière, soins, ici c'est la partie administrative et bureau, et ici ce sont les laboratoires, diagnostic et recherche. Cette partie donnant, vous voyez, directement sur le boulevard Jean Moulin et en face du boulevard. Ça c'est la nuit. C'est ça que ça donne. On a beaucoup travaillé sur le projet architectural avec les idées que nous avions. Alors, cette partie, la partie du premier rez-de-chaussée a été beaucoup travaillée avec Xavier de Lamballerie pour mettre toutes les biotech. Il est question d'avoir des plus grosses biotech d'agents infectieux et de prélèvements en maladies infectieuses au monde. Cette organisation-là a été revue, détaillée par Xavier qui a persécuté les architectes. Moi, je les ai persécutés pour cette partie-là, qui est comment, pour la première fois, commencer à faire de la gestion de soins de patients contagieux sans les mettre dans le circuit. Quand les études très récentes, vous n'imaginez pas que les notions de la contagion sont anciennes, la contagion de l'infection respiratoire, connaissance à moins de 10 ans. Le début de la connaissance, en particulier de la transmission manuelle, c'est à moins de 10 ans. Les sites de transmission, les nœuds de transmission majeurs dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui est encore moins que ça. C'est vraiment l'épidémie H1N1 qui a montré que les grands sites de concentration et de transmission, c'était par exemple la radiologie, et qu'il fallait plus faire de radiologie chez les gens qui avaient des infections respiratoires. En fait. Il ne faut pas faire. Sauf si c'est une question médicale, parce que c'est là qu'ils infectent les gens. Après, on peut le reconstruire, mais enfin, en tout cas, c'est observationnel. Et donc l'idée, c'est de constituer une réponse graduée pour pas d'un coup, à chaque fois qu'il y a un patient qui est censé être isolé, fermer tout accès aux choses. Et donc, on commence par rentrer par là. Il y a un portail de détection de la fièvre. Les patients qui sont détectés pour la fièvre ou qui viennent pour une suspicion de maladie contagieuse vont entrer par ce couloir-là, qui est un couloir isolé dans lequel les soins sont fonctionnels. On s'est servi beaucoup de l'expérience de Nord et de ses défauts pour pouvoir faire le soin à l'intérieur, non pas à l'extérieur, et faire que les gens ne passent pas avoir le temps à sortir, à rentrer de classe. Le laboratoire de diagnostic du POC est juste intermédiaire entre cette première partie de l'hospitalisation et les consultations usuelles. Et si les gens n'ont rien de contagieux, vous identifiez et ils peuvent ressortir du système. Et en fonction du nombre de patients ou de la situation épidémique,
eh bien, on peut ouvrir les différentes parties et avoir jusqu'à 25 box individuelles, le tout étant en dépression pour éviter la transmission à partir de ces patients. Un des éléments importants, c'est de gérer, et ça fait partie du projet, avec nos amis du SAMU, des urgences et avec les pompiers, la filière des maladies supposées contagieuses. Ça n'a pas de sens de faire ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire quand quelqu'un est supposé avoir une méningite ou une fièvre tropique, il appelle au téléphone, ça n'a pas de sens d'aller le balancer au milieu des urgences, plutôt que le mettre dans un circuit dans lequel d'emblée on va éviter de donner après des antibiotiques à tous les gens qui ont vu passer la méningite. Tout ça n'a pas de sens. Donc il faut créer un circuit indépendant pour les gens qui sont supposés être contagieux jusqu'à ce qu'on ait vérifié qu'ils le sont, qu'ils ne le sont pas. S'ils représentent un problème de contagion, alors ils vont au bout. Ici, il y a un ascenseur particulier, ici, il y a un ascenseur particulier qui amène ici au 3e étage dans lequel il y a l'hospitalisation des gens qui sont susceptibles de contagion. Donc ensuite, il y a deux salles d'hospitalisation banales, si j'ose dire, et puis la 3e salle d'hospitalisation, où là aussi, on a une réponse graduelle en fonction des besoins. On peut avoir soit aucun lit en P3, soit 7, soit 15, soit 25. Donc on est, et on sait que dans la grande épidémie de H1N1, le maximum de lits dont on a eu besoin, c'était de 25 lits. Donc, y compris une épidémie considérable pour des infections qui ne durent pas très longtemps, ça ne nécessite pas plus que ça. Alors, je vous rappelle que le plan blanc, ici à Marseille, avait prévu 700 lits, mais il n'y avait rien entre 0 et 700. Donc, il n'y aurait jamais d'épidémie de 700 lits dans les temps modernes, sauf qu'on a des lettres et qu'on les hospitalise pour leur vie entière. Donc c'est pas raisonnable, ces chiffres n'étaient pas raisonnables. Donc il y a besoin d'avoir, quand on a 20 à 25 minutes, pour les gens qui hospitalisent moins d'une semaine, on traite beaucoup. Voilà, donc en même temps que ça, et sur le même étage, il y a un très gros laboratoire P3 qui fait 1000 m² et qui permettra de faire aussi bien les animaux que les bactéries, que les virus, avec un potentiel tout à fait considérable. Je crois que pour l'instant, c'est le plus gros qui soit prévu en France, et puis ça, c'est donc, les différentes étapes du projet, je vous les remets rapidement. Donc, le dépôt du projet, c'est novembre 2010, retenu en avril 2011. C'est 75 lits maintenant d'hospitalisation. Et l'ensemble a été validé. La construction de l'IHU et les étapes de suivi ont été très rapides parce que dès que l'on a su que l'on était dans les clous, on a commencé à réunir avec Yolande le groupe de travail pour savoir ce que nous voulions comme bâtiment. Et puis, très rapidement, on a fait une consultation, on s'est associé avec une assistance à la maîtrise d'ouvrage que je salue ici, qui nous aide beaucoup, qui est de très grande qualité. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il nous coûte cher. Très bien. Et donc, on a suivi le plan de ce que nous avions dit, c'est-à-dire que le permis de construire a été déposé dans le courant de l'année 2012. Donc, on a déjà déposé le permis de construire, qui est en cours d'évaluation, et donc on devrait être dans les clous, c'est-à-dire avoir une livraison et ou une utilisation à partir du dernier septembre de 2015, du dernier trimestre de 2015. Alors, je ne vais pas trop vous persécuter avec le financement. Le financement pose des questions un peu complexes, en particulier concernant le régime de TVA qui va nous être appliqué. C'est quelque chose de nouveau, là, une fondation de recherche, le régime de la TVA n'a pas été clarifié. Les universités, les EPST récupèrent la TVA. Le privé récupère la TVA quand il fait de la recherche, et nous on est dans un trou où on récupère ni la TVA comme les institutions publiques de recherche, ni la TVA comme les gens qui font du privé. Donc on a un vrai problème qu'il faut et qu'on est en train d'essayer de résoudre. Bien sûr, c'est le niveau, parce que la TVA, rien que sur l'argent identifié par l'Agence nationale de la recherche, ce bâtiment, ça représente 1 million d'euros. C'est petit pour personne, c'est pas petit pour nous, mais c'est pas petit pour le pays non plus, dans une situation économique critique. C'est un débat qui est assez connu. Bien, à l'intérieur de l'IHU, donc le pôle de maladies infectieuses. Le pôle de maladies infectieuses, je n'ai pas les données nouvelles, mais c'est des données de 2011. C'est un pôle qui est positif, c'est-à-dire qui fait des bénéfices
actuellement, et le total des bénéfices de ce pôle est de 3,7 millions d'euros. C'est un pôle très bénéficiaire, et qui est très bénéficiaire du fait de recettes externes, parce que en réalité les recettes internes sont très très sous-évaluées pour l'instant. J'espère que ça changera. L'ancien directeur général a été encore changé. On verra comment la nouvelle direction générale ménagera cet aspect-là. Nous étions un système dans lequel plus nous récoltions de l'argent externe, plus le prix du blé interne diminuait. C'est un vertueux comme système. Et vous voyez que donc les recettes externes, c'est-à-dire les examens que nous pratiquons pour l'extérieur, ou les recettes de recherche, ou les recettes de mission d'intérêt général, constituent une part absolument majeure. Plus de la moitié des recettes sont hors P2, hors financement spécifique militaire. Elles viennent de la recherche, ou elles viennent de l'activité externe, ou elles viennent des missions d'intérêt général. Donc c'est un pôle, le bénéfice de ce pôle est lié au fait de son activité de recherche, et bien entendu c'est ça qui est essentiel. Deuxième point, c'est un pôle qui va très bien sur le plan de son activité, donc j'en profite comme l'année dernière pour féliciter les personnels qui sont là, puisque le total général de l'absentéisme dans ce pôle est plus bas en règle générale que les autres, puisque le total de l'absentéisme des hôpitaux de Marseille c'est 9,10%, et que dans le pôle infectieux c'est 5,20%. Donc les gens travaillent. Et ils travaillent plutôt plus. Et en particulier, je veux absolument féliciter le personnel médico-technique et soignant qui a des taux d'absentéisme qui sont franchement très bons. Donc tous les services ont été bénéficiaires en 2011, y compris la parasitologie qui avait eu un peu de retard au changement de chef de service, et la nouvelle chef de service a permis d'avoir une activité qui soit très fonctionnelle. Et vous voyez que les recettes viennent de l'hospitalisation pour 25% seulement, de prestations à l'intérieur de l'assistance publique pour 20%, de l'expertise, donc de la qualité de l'attraction au niveau national pour 35%, MIGA qui est externe, et de la recherche pour 20%. Donc c'est un pôle tout à fait particulier. Vous voyez que ce pôle est le troisième en termes de rentabilité. Il y a une chance raisonnable compte tenu des changements de notification de financement pour la médecine légale qui deviennent deuxième rapidement. Il faut savoir que le pôle neurosciences à côté du pôle infectieux n'a pas du tout la même périmètre. Donc, pour le pôle infectieux, un des éléments majeurs a été les points SIGAPS, donc les points qui sont directement connectés aux publications, et le pôle publie représenté en 2011 entre 19% de l'ensemble des SIGAPS. Donc, vous voyez que les revenus SIGAPS, simplement basés sur les publications, c'est près de 4 millions d'euros ont été affectés à ce pôle, rien que sur les publications. Donc, les publications, c'est une partie essentielle de notre activité hospitalière, et c'est une partie essentielle du fonctionnement du pôle. Ça, c'est ce que rapporte comme point les points SIGAPS en fonction de la catégorie du journal. Les journaux sont liés de 6 catégories, et le poids relatif des articles n'est pas le même, et puis ensuite les points qu'on a en fonction du fait qu'on est premier, deuxième, troisième ou dernier auteur. Un des éléments que je vous ai donné l'année prochaine, sur lequel je voudrais insister, les internes. Pour les internes, on reçoit un financement à l'intérieur des mairies qui couvre une partie de leur salaire au terme de la formation, et il y a une partie qui pèse sur le poids des finances. Mais les internes, si les internes, chaque interne publie un seul papier pendant son choix, compris dans une revue de qualité modeste, et bien entre ce que nous recevons des SIGAPS et ce que nous recevons pour l'enseignement, il couvre entièrement son salaire. Donc c'est un point très important pour lui-même, pour sa carrière, pour le pôle, d'obtenir que chacun de nos internes, le plus tôt possible, commence à se mettre à faire, y compris un papier mineur. C'est le début de leur travail qu'ils doivent apprendre absolument, parce que c'est ce qui fait vivre ensuite. Ensuite, on avait regardé, j'avais montré ça l'année dernière, quel est le coût, est-ce que la recherche que quelqu'un pratique dans le pôle peut couvrir entièrement le coût hospitalier?
Et la réponse est oui, c'est même assez facile. Donc, vous voyez, c'est le prix moyen, et les PU, MCU et PHU coûtent moins cher que les BH temps plein, parce qu'ils sont payés ils reçoivent une gratification hospitalière avec très peu de charges, qui est sur un mi-temps. Donc, coûte plutôt moins cher. Et donc, de couvrir 50 à 60 000 euros par an par la production scientifique, c'est pas terriblement difficile. Donc, là, j'ai mis Florence, parce que Florence, on va la présenter cette année comme UPH, parce qu'elle était MCUPH, et vous voyez qu'elle paye son propre salaire avec ses publications scientifiques de PH. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est les gens qui payent 100% de leur salaire à l'assistance publique par leur activité scientifique. C'est considérable. Donc, vous voyez par part variable de SIGAP, c'est bien le pôle et celui qui produit de loin presque le double du deuxième de SIGAP au niveau de l'assistance publique. Si on essaie de mettre ça au niveau national, et ça c'est des travaux que M. Aubert a réalisés, vous voyez qu'on produit 16% de la microbiologie française et 17 ou 18% des médecines tropicales. Il faut que vous sachiez qu'en termes de postes hospitaliers ou hospitalo-universitaires, nous sommes ici en dessous de la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'il y a 5,6% des postes de PUPH et de MCUPH à Marseille, et que ce soit en maladies infectieuses ou en microbiologie, nous sommes à moins 5% du nombre de postes nationaux. Donc, nous ne sommes pas du tout surreprésentés à l'intérieur des CHU de Marseille. C'est que nous avons une productivité qui est très supérieure. Alors, ça, c'est un très joli travail qu'a fait M. Aubert, qui va faire boule de neige. On était convenus ensemble de faire évaluer non pas le pôle, mais tout l'IHU, c'est-à-dire y compris les scientifiques qui ne sont pas affectés au pôle hospitalier, et de définir par les SIGAPS notre situation au milieu de tous les établissements de soins français. Donc c'est un peu plus large que simplement le pôle. Et donc si vous regardez ce classement, et ça va être adopté par les 6 IHU, parce que la démonstration a été remarquable, et que finalement c'est une évaluation très simple, et donc c'est tout à fait à l'honneur des hôpitaux. L'Agence nationale de la recherche va utiliser le système qui a été mis au point par les hôpitaux pour évaluer les structures les plus productives du pays, ce qui est quand même un renversement de situation assez extraordinaire. Parce qu'à l'ANR, tout le monde dit oui, mais c'est trop simple, il faut ça, il faut des commissions, etc. Parce que là, il n'y a pas de commission, il faut faire ça tous les 6 mois, c'est brutal, c'est clair, c'est comparable. Et donc, si vous faites ça, vous voyez que l'IHU, Méditerranée Infection, il y a une centaine de centres de soins et de recherche qui peuvent rentrer dans la base de données. Et vous voyez que notre position est à la 12e position, est en 12e place, et on est devant des CHU entiers. On est devant le CHU de Nancy, ou de Grenoble, ou de Nice, je m'excuse, en termes de production scientifique. Vous voyez, donc, à part Paris, avec ses différents éléments, Lille, Toulouse, Montpellier, Nantes, et Strasbourg, eh bien, on arrive tout de suite à. Et si vous enleviez d'ailleurs, si vous enlevez et il y a Marseille qui est là, mais si vous enleviez notre production de celle de Marseille, eh bien, Marseille passerait de la 3e place à la 6e ou la 7e place. Donc, la production de peau. Donc, on a un poids assez considérable là-dedans. Et bien entendu, les publications sont, toutes ces publications sont très haut niveau. Je remercie encore M. Aubert pour le travail qu'il a fait ici. Alors, quelles sont nos clés? Où est-ce que nous sommes très bons et dans quoi est-ce qu'on veut évoluer? On est très bon dans les virus géants, on est très bon dans les... c'est-à-dire que si on met ces mots-clés dans la littérature, sur PubMed, on sort premier. C'est neutre, mais ça comme mot-clé, on sort dans PubMed, et la production. Ou dans ISI, la production et le nombre de citations, on sort premier. Donc, vector-borne bactérial disease, endocardite, géant de virus, intracellular bactéria, paléomicrobiologie, on sort premier. Là où on progresse, et on a espoir de rentrer peut-être dans le premier ou les 3 premiers, c'est l'obésité et le microbiote, qui est un champ explosif, la médecine des voyages, la culture microbienne, la génétique des maladies émergentes, des bactéries résistantes émergentes. Il y a du monde, mais on a confiance en Jean-Marc.
Les mycobactéries, y compris la tuberculose, il y a du monde, on a confiance en Michel Branco. La microbiogénomique, il y a du monde, on a confiance en Pierre-Edouard Fournier. Et le point of care, je crois qu'on est déjà premier, mais on faut bien continuer à donc si vous regardez la production scientifique, celle-là, c'est celle de l'unité URMIT elle-même. Vous voyez, cette année, on a 300 publications dans l'unité. Et ça, c'est celle de... Bien sûr, on a plus de recul sur l'URMIT, c'est pour ça que j'ai mis ce que sur l'IHU, parce que c'est plus ancien. Hein. Mais vous voyez que la progression continue, puisqu'on était à un peu plus de 150 en 2007, et que là, on est à plus de 300. Et si vous regardez la production scientifique de l'IHU, vous voyez qu'elle progresse aussi sur ces 3 dernières années, et qu'elle fait près de 650 publications dans l'année. C'est considérable, 150 publications. C'est tiré automatiquement, ça. Hein, c'est pas donc ça représente 19% des CIGAPS APHM, 11% des articles tout domaine de Marseille, et ça représente 19% des articles des sciences de la vie et des sciences sociales. Donc ça représente 20% de ce qui se passe à l'hôpital que ce qui se passe dans la recherche en général ici. Et l'année dernière, on a eu 3 records du monde. C'est un de nos objectifs aussi, d'avoir au moins 2 ou 3 records du monde par an. Donc nos 3 records du monde, c'était le plus grand virus isolé chez un humain, la plus grande bactérie jamais isolée chez un homme, et la plus grande archée jamais isolée chez un homme. Donc ça a été publié, c'est nos records l'année dernière. Alors qu'est-ce qu'on a comme objectif majeur à faire cette année? On avait du retard, une note fraude sur les cohortes. C'est-à-dire que toutes les cohortes diagnostiques n'étaient pas enregistrées comme des cohortes diagnostiques. Et un jour, M. Bellès, le responsable de la recherche, nous a fait remarquer que si on était très bon en CIGAPS, on n'était pas très bon en cohorte. Et que du coup, en fait, Marseille était assez mauvaise en cohorte. On allait les 20e au lieu d'être 3e quand on regarde la production scientifique. Et donc, on a passé beaucoup d'éléments en diagnostic, en particulier tous les kits que l'on fait depuis, on a commencé à faire depuis 1994, on les a basculés en cohorte. Et donc, c'était une partie importante de ces derniers mois de travail. Et vous voyez les cohortes qui ont été déposées là maintenant, avec les mycobactéries et les POX, c'est Michel, les diarrhées des voyageurs, les gastro-entérites, les endocardites, les méningo-encéphalites, les infections sur prothèse. Tout ça sont des cohortes qui sont maintenant déposées, passées au conseil scientifique, passées au CPP et qui sont en train de commencer. Voilà, et ça c'est les cohortes qui sont en cours, qui sont finies, qui sont en cours. L'idée c'est qu'on va déposer à peu près 25 projets de cohortes d'ici le mois de mars. On va commencer. Alors, on est dans un monde explosif qui est une des raisons de la création de cette IHU, c'est le changement très très brutal de la connaissance qui est en train d'apparaître en maladie infectieuse et microbiologie. Et ça, c'est une figure qu'on a fait avec Pierre-Edouard Fournier. Et vous voyez, ça, c'est les bactéries qu'on connaissait en 1980. Les espèces reconnues, c'était un peu moins de 1800 bactéries. Et actuellement, c'est 12 000. Et il s'en fait, actuellement, le rythme, c'est entre 600 et 1000 nouvelles par an. C'est-à-dire qu'on arrive à faire, dans l'année, autant que ce qu'on connaissait depuis le début de l'humanité jusqu'en 1940. C'est un changement, un bouleversement radical auquel il faut faire partie de ça. C'est pareil pour les virus, et c'est pareil pour les génomes bactériens et les génomes viraux. Ça explose, et ça, c'est les articles des points émergents sur lesquels nous travaillons. Vous voyez, les articles, le métagénome, le nombre d'articles sur le Maltitov, auquel on a été les premiers à utiliser ça en routine, et puis le nombre d'articles sur le microbiote. Ça, c'est les métagénomes et le microbiote qui sont des éléments majeurs sur lesquels on investit, qui sont des champs scientifiques entiers qui sont en train d'émerger. Ça, c'est le nombre de publications sur ces domaines-là. Pour vous donner un exemple, Pierre-Edouard a fait ce point, on s'était fixé comme programme de faire 100 génomes bactériens dans l'année. Ça marchait mieux que ce qu'on pensait, puisque finalement, on a fait 280 génomes bactériens dans l'année. Dont une partie importante est publiée actuellement, je crois qu'on a publié 55 pour l'instant. Mais on en a fait, avec les pangénomes, on en a fait 280. Donc la partie microbiogénomique, une partie qui marche pas mal. Vous voyez le nombre de séquençages de génomes qui a été fait depuis que j'ai fait le premier en 2001. Et il y en a actuellement 110 qui ont été publiés, tout compris, et 354 séquencés en tout, dont 280. Vous voyez que ça avance bien, et il y en a 244 qui sont en train d'être séquencés. Autre chose qui est une nouvelle vraiment très récente, une des choses qu'on s'était
quand on a créé ce pôle, c'est qu'un des éléments qui nous manquait manifestement, c'était dans l'étude de la protéomique, la capacité à cristalliser des protéines et à les étudier. Il n'y avait plus d'ailleurs de cristallographie dans la faculté de médecine depuis le départ de Cambio il y a une vingtaine d'années, donc c'est revenu à l'équipe. Et donc voilà notre premier cristal de protéines qui est ici. On est très content, notre dernier bébé. Il n'y a pas d'évaluation sans comparaison, donc on se compare aux villes d'Europe et puis à la seule structure qui ait une taille qui soit plus grosse que nous. Donc on veut manger les plus gros, on va manger les plus petits. Et comme ça, on a l'appétit. Et donc vous voyez, ici c'est l'évolution. Donc Marseille, on est toujours là, 10e ici. Alors en termes de maladies infectieuses et tropicales, il y a des changements importants qui sont en train de se refaire dans ce classement. Vous voyez que des villes qui montent et des villes qui descendent. Pour l'instant, on est toujours à la 9e place, donc c'est progressé. On est toujours à la 9e place pour microbiologie et virologie. Il y a Paris qui régresse un peu à côté de ça, qui était à la première place d'assez loin, qui passe à la 9e place. Et puis la bonne surprise, c'est la parasitologie, qui était très mauvaise. C'était un des premiers objectifs que j'avais présenté à l'IHU, c'était de relever le niveau de la parasitologie. La parasitologie, Marseille était la 27e ville en parasitologie, et vous voyez qu'elle est passée en 2 ans à la 15e place, qui est liée vraiment très significativement à des efforts particuliers. Ça va augmenter parce qu'on a recruté aussi une équipe, en particulier celle de Pierre Forestier, qui est un Institut Pasteur de parasitologie, qui fait des efforts spécifiques sur la parasitologie, sur la mycologie et sur l'entomologie. On en parlera tout à l'heure. Voilà, et donc l'autre, bien entendu, situation à qui on peut se comparer dans le pays, c'est celui de l'Institut Pasteur. Alors c'est compliqué parce que l'Institut Pasteur, les maladies infectieuses font peut-être 30%, 35% de l'ensemble de l'Institut Pasteur, on arrive difficilement à le distinguer comme ça, si on prend à la masse, mais vous voyez le nombre de citations annuelles des gens de l'IHU comparé à celle du nombre de citations annuelles de l'Institut Pasteur, et on a une pente qui est extrêmement significative et qui évolue très très rapidement. On espère bien, effectivement, ça c'est on espère bien que rapidement on sera de niveau tout à fait comparable. Vous voyez, en médecine tropicale, on est à 350 quand ils sont à 650 actuellement. En microbiologie, alors là, il reste encore une différence importante. On est à 3700 contre 10 000. En virologie, on est à 1 millier contre 3500. Mais on progresse. Et en parasitologie, vous voyez, l'évolution de la parasitologie est très très spectaculaire, même si on est encore en dessous. Voilà, et en entomologie, on progresse aussi, il n'y a rien qui progresse. Ainsi que la mycologie, on est parti de très très peu, et on fait maintenant le quart de ce que fait la immunologie, et à peu près au tiers sur les Pasteur. Donc, vous voyez que les éléments, maladies infectieuses, on a progressé de 50 à 60% sur le produit Institut Pasteur, médecine tropicale de 36 à 48%, et l'ensemble, maladies infectieuses et maladies tropicales. On est à peu près à 30%, bien entendu, les volumes n'ont strictement rien à voir, et dans les autres domaines, on voit qu'on est entre 20 et 30%, ce qui, compte tenu de notre taille, est quelque chose qui est bien, et on espère bien qu'on va continuer à prendre des parts de marché. Le nombre de brevets pour la valorisation a augmenté d'une manière importante, en particulier du fait de la contribution importante d'Éric Chabrière. Et puis, c'est les différents contrats qu'on a fait avec l'industrie. Un des éléments importants de la Fondation, c'est de faire du transfert vers le monde socio-économique et de transformer ces choses en produits, si on peut le faire. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'avancer. Éric Chabrière a eu le prix de la création d'entreprises innovantes cette année. Les nouvelles équipes qu'on a accueillies, Éric Chabrière, qui fait protéomique de la cristallographie, Pierre Forestier, qui fait de la leishmaniose et qui vient d'arriver, qui vient de la Supasteur qui cherche un cancer, Laurent Abirachel, qui est recruté par le PRS sur la TIC, quelqu'un qui travaille sur le système Sheila Ariani, ancien, et Miguel Elias, qu'on espère bien faire venir ici et recruter cette année. Et puis, on a créé un beau concept qui est celui qu'on appelle les oldies, c'est les gens qui sont à la retraite, à qui on donne un financement pour pouvoir travailler, continuer à travailler dans l'IHU. Et il y en a 2 qui ont été sélectionnés par la communauté scientifique, Hermine Gould en virologie et Bernard Dabouste, qui est ici, qui est
vétérinaires, vétérinaires épidémiologistes. Les nouveaux PUDH, les PUDH de l'année, Colson, Charel, Épidie et Merège, poste prévu en avril 2012 pour l'instant, on va commencer à afficher, mais on a un poste affiché de professeur de bioinformatique non médical et un maître de conférence en sciences humaines et sociales qui travaillera sur l'épidémiologie de maladies, sciences humaines et sociales de maladies infectieuses, qui sera affecté dans l'unité de Jean-Paul Moiti. L'enseignement scientifique, les masters, dont on parlait tout à l'heure, avec M. Deauville et le système de bourse qu'on a mis en place, qui a permis de faire une certaine attraction. Et vous voyez que donc, le master a été créé, de la Monica de s'en souvenir, en 1997. Donc, on a commencé en 1998 les premiers masters. Ça, c'est les thèses. Et on voit que la création d'Infection Pôle Sud a donné un souffle nouveau en finançant des thèses. Et on a eu une augmentation significative des thèses à partir de la création d'Infection Pôle Sud. Le nombre de thèses a augmenté. Ici, pardon, là, c'est le nombre de thèses. L'infection Pôle Sud, donc l'infection Pôle Sud a été créée en 2008. Voilà tous les étudiants qui ont été financés. Au total, il y a eu 131 financements d'étudiants en master, en doc, en postdoc, qui ont été faits pour cette formation. C'est l'essentiel de son financement. Voilà d'où venaient les gens qui ont été financés. Je rappelle que c'était notre objectif, c'était le Sud. Et ça, c'est ceux qui ont demandé, qui ont répondu à notre appel d'offres, qui était un appel d'offres international, et ceux-là, c'est ceux qui ont été recrutés au cours de ces dernières années. Dans l'IHU, le nombre d'étrangers présents à un instant T est passé de 2010 à 2012 de 47 à 144 à un instant T. C'est-à-dire pas le courant d'année, mais on fait une photographie. Donc il y a quelque chose qui marche bien. Et la thèse d'étrangers, aussi bien entendu, a beaucoup augmenté depuis la création d'Infection Pôle Sud, qui a permis ces financements. Et c'est pareil pour les masters d'étrangers. L'autre élément, c'était comment faire participer les 4 villes, Marseille, Montpellier ensemble, d'une part en ayant des étudiants ensemble, d'autre part en faisant des publications qui doivent se traduire par des publications ensemble. Et ça, ce sont les étudiants qui ont été recrutés à cheval sur plusieurs villes, et que les jeux, on a vraiment joué le jeu, et il y a eu depuis de nombreuses publications qui ont été faites à cheval. Bien. On a une politique dans cette volonté de favoriser l'excellence à Marseille, qui est basée sur l'évaluation par notre comité scientifique international, qui s'est réuni en octobre à Gorges. D'une part, de déterminer des supports financiers pour l'installation de nouvelles équipes, ce qui a été le cas pour Pierre Forestier, et puis pour Gorvel, pour qu'il puisse installer une partie de sa recherche directement ici, les oldies dont je vous ai parlé, et puis les prix donnés aux chercheurs qui ont publié des papiers exceptionnels dans l'année, les étudiants qui ont été les plus significatifs, et puis les personnels. Par ailleurs, tous les ans, on fait une session avec tous les étudiants d'Infection Pôle Sud qui présentent tous soit un poster, soit une communication scientifique, et on leur donne un prix. Alors il y a une médaille d'or, une médaille d'argent et 3 médailles de bronze, plus une médaille de fer. Voici ceux qui ont été récompensés l'année dernière, vous voyez, avec leur origine. C'est ceux qui ont déjà été récompensés l'année prochaine. Enfin, cette année, il y aura une nouvelle session qui se fait au Conseil. Bien, voilà les prix maintenant qu'on a remis cette année. Donc, je vais les appeler après au fur et à mesure. Sur le plan des prix des scientifiques, le plus productif, celui qui a fait le plus de papier, c'est Julien Mancini, je ne sais pas s'il est là. Donc c'est toi qui prendras son chef. Le meilleur score SIGAPS, celui qui a fait le plus de points SIGAPS, ça c'est deux, c'est Jean-Marc Rollin. La meilleure thèse, on a choisi 2 thèses, une en virologie c'est Antoine Mougarel, l'autre en immunomicrobiologie c'est Abdou Bari. La meilleure revue publiée c'est Franck Cuny. Le meilleur papier top senior, il y en a 2 qui ont été retenus, c'est Étienne Lepoy et Eric Libaud. La meilleure publication junior, les tops c'est Mathieu Mignon, Christelle Desnuet, l'Institut en Lancet au CPLS.
Et le second top, c'est Céline Poussini et Céline Diémy. Pour le staff, parmi les ingénieurs techniciens de laboratoire diagnostic, celui qui a été retenu, c'est Jean-Michel Béranger, installé l'entomologie ici. Pour le personnel de soins, c'est Philippe Gautret, médecin généraliste, qui a commencé à faire des vacations et qui a créé finalement en grande partie la surveillance de la médecine des voyages dans le service de Philippe Gonqui. Ingénieur et technicien de laboratoire, c'est Laurent Meyer. Et personnel administratif, c'est Francis Bérin. Comme si les lauréats vont bien venir, je vais leur remettre leur diplôme et leur diplôme. Allez. Abdou. Alors, Abdou, c'est une grande réussite de l'infection pour le Sud, parce que ici, il est venu, il a trouvé une femme dans mes étudiantes, et elle s'est mise à un peu moins travailler à partir du moment où elle est devenue amoureuse d'Abdou. Il vient d'avoir un enfant, c'est ça? Le troisième prénom, il n'y a pas eu Urmite. C'est l'idée. Laurent Meyer. Étienne de Poli. Et puis c'est toi qui prends. Très bien, vous venez, on prend deux. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le prix, on rejoue l'année prochaine. Bien entendu, il y aura d'autres prix l'année prochaine. Et on s'est dit, après, le jury sera souverain, il n'y a pas de raison, bien entendu, pour les prix qui sont liés à une production scientifique exceptionnelle ou un article exceptionnel, que quelqu'un ne se retrouve pas avec le prix 2 années de suite. Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'est pas, il n'y a pas de période qui empêche d'avoir un prix pendant l'année. Julien Mancini, donc vous voyez, il y a un équilibre entre les sciences humaines et sociales et la biologie et la médecine. Antoine Guéret.
Thierry Nouveau, Christelle Dénué-Matignon, c'est le conseiller et Célia, Béranger, Beaupré, Maillère et Francine Gard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et donc, si vous avez des questions spécifiques à poser, je suis à votre disposition. Sinon, je vous promets qu'on fera la même chose l'année prochaine avec la présentation de l'état d'ajustement, sauf si quelque chose d'exceptionnel justifié que l'on fasse une valorisation. Pas de questions?